Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre Hubert Védrine, les journalistes Christine Ockrent et Sylvie Kaufmann et le politologue Dominique Régnier. C'était il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Février 2015, le leader de l'opposition russe à Vladimir Poutine, Boris Nemtsov, était abattu de 4 balles dans le dos, à 2 pas du Kremlin. Depuis, chaque année, à la même époque, on organise des marches du souvenir à Moscou. Pas de quoi perturber la campagne de Vladimir Poutine, candidat à un 4e mandat, même si l'abstention sera sans doute importante. Face à lui, des candidats peu menaçants et l'absence remarquée d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, empêché de se présenter en raison de poursuites judiciaires, lequel Navalny appelle à boycotter le scrutin. Là encore, pas de quoi perturber le président, qui n'a pas de temps à perdre pour la politique politicienne, trop occupé à gérer les grandes affaires du monde, lutte contre le terrorisme et guerre en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad, étouffant les crimes de guerre de l'armée syrienne dans la Ghouta orientale. Étouffé également l'inculpation lundi de 13 Russes par le procureur spécial américain pour interférence dans la campagne présidentielle des États-Unis en 2016. Et cette question, les démocraties ont-elles renoncé à poser des lignes rouges au président Poutine ? Il était une fois un homme politique français qui incarnait la nouvelle génération. Un homme au sourire large et à l'éternel parka rouge qui, à ses heures perdues, donnait des cours aux étudiants d'une école de commerce lyonnaise. Il leur promettait toute la vérité et un parler vrai, bien différent du bullshit qu'il réservait aux médias, et leur racontait Macron, dictateur en bras de chemise, Darmanin, le Cahuzac des abus sexuels, Sarkozy, le président qui mettait ses ministres sur écoute, entre fake news et trash news, un off problématique mélangeant information et divagation. Un double discours où ce qui était nouveau n'était pas le double discours, vieux comme Machiavel, mais la nature du discours, déclenchant les interrogations suivantes. Laurent Wauquiez avait-il un problème particulier avec la vérité ? S'affranchir de l'obligation de distinguer le vrai du faux ? Était-ce la maladie spécifique du président des Républicains ? Une maladie des politiques en général ? Ou plus grave, la maladie d'une époque ? Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dise reste entre nous. Donc pas de tweets, parce que sinon ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Regardez Darmanin, vous avez une interview sur France Info avec Apathy qui est absolument extraordinaire, mais c'est un monument à regarder ce truc. C'est du Cahuzac puissance 10. Le type sait très bien ce qu'il a fait, il sait très bien ce qui va arriver. Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent, mais lui, je lui promets pas un grand destin. Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient au Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos, et vérifier ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. Extrait des propos de Laurent Wauquiez, capté donc clandestinement par le téléphone d'un élève de l'école de commerce de Lyon où enseigne le président du parti Les Républicains et diffusé par l'émission Quotidien de Yann Barthès. Christine Ockrent, est-ce que vous diriez, comme l'essayiste Christian Salmon cette semaine, que cette affaire Wauquiez, elle confirme la carnavalisation de la politique et que finalement ce qui compte dans cette affaire, c'est attirer le public, quitte à s'affranchir de la vérité ? Mais s'agissant de Laurent Wauquiez, je crains que ça ne confirme... comment dire ça poliment, l'effroyable vulgarité de ce personnage. Je trouve excessivement vulgaire, condescendant, pour ce normalien agrégé d'histoire, d'utiliser un vocabulaire, alors prenons le même que lui, trash, pour s'adresser à des étudiants auquel il est censé apporter une certaine considération déjà, et leur transmettre, me semble-t-il, sinon à quoi sert-il d'enseigner, un certain nombre de valeurs, osons ce mot-là. Et donc, moi, ce qui m'a sidérée, alors après, on peut épiloguer, on le fera certainement, sur les rebondissements politiques, les interprétations, etc. Mais moi, ce qui m'a saisi, c'est le propos lui-même. Alors après, oui, ça a été capté, c'est l'ère des réseaux sociaux, l'idée
qu'en disant à des étudiants, surtout, ça reste entre nous, n'en parlez pas à l'extérieur, c'est une idée qui est trop stupide pour véritablement être celle d'un dirigeant de parti politique aujourd'hui. Donc voilà, moi je retiens surtout cela, c'est la brutalité et la vulgarité. Je ne trouve pas d'autres mots en fait. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, Dominique Régnier, un certain art de la transgression qui caractériserait aujourd'hui la nouvelle manière de faire de la politique? Oui, enfin, juste au passage, rappeler, parce que bon, je l'entends beaucoup depuis ces enregistrements, rappeler que ça n'est pas ça, un cours, ça n'est pas ça. Hein. Donc ça me blesse à chaque fois, j'entends dire... L'enseignant de Sciences Po se révolte. De ce que j'ai entendu, moi j'ai entendu ce qui avait été diffusé, ça n'est vraiment pas ça un cours. Hein. Donc on est bien d'accord. C'est une audition, je ne sais pas, c'est une interpellation, c'est une réunion publique, peut-être politique, enfin je ne sais pas exactement, mais je voudrais quand même dire avec force que ça ne se passe pas comme ça quand on fait un cours. On ne dit pas ces choses-là, on ne parle pas avec ce vocabulaire, on n'a pas ce type de raisonnement, donc c'est tout à fait autre chose. Le fait qu'il y ait des étudiants ne signifie pas pour qualifier l'intervention de cours ou d'intervention magistrale. C'est tout à fait étonnant parce que Laurent Wauquiez avait un parcours impeccable jusqu'ici. Il avait vraiment coché toutes les cases qui témoignaient de son ascension. Et puis là, il y a ce comportement maladroit. Moi, j'ai du mal à démêler la comparaison avec le passé et à caractériser ce qui est nouveau. C'est un comportement inapproprié, ça c'est certain. C'est très inamical pour beaucoup de ses anciens compagnons de route, en particulier le ton et la tenue des propos à l'égard de Gérald Darmanin est d'une violence très, très surprenante. Donc tout ça est vraiment une espèce de faute qui vient à un moment où tout semblait marcher. Mais en même temps, je ne crois pas que la politique ait un rapport à la vérité compliqué depuis aujourd'hui. Je pense que c'est une donnée de la politique. Je pense qu'il y a eu des périodes où on avait des fake news à grand G. Je pense par exemple à la défense du système soviétique, hein, qui a donné lieu à des mensonges constants, massifs, y compris par des intellectuels très sophistiqués. Et donc, je ne sais pas quelle est la part de cette absence de frontières désormais entre un propos qui est tenu, privé, non, parce que devant les étudiants, ça n'est pas une situation privée, contrairement à ce qui avait été dit, pas du tout, c'est public. Mais entre cet auditoire que l'on veut limiter et puis l'auditoire général qui est celui de l'espace public dans son entièreté et qui fait que du coup une parole, quelle qu'elle soit, et Christine Ockrent a raison, c'est étrange d'imaginer qu'on puisse rester circonscrit à ce petit groupe d'auditeurs. Une parole quelle qu'elle soit, émanant bien sûr d'un chef de grand parti, est nécessairement une parole publique. Et vous, Hubert Védrine, comment avez-vous regardé cette affaire? Y lisez-vous, comme Dominique Régnier, un nouvel épisode de ce rapport compliqué qu'ont les hommes politiques avec la vérité? C'est pas que les hommes politiques. Qui dit la vérité entière sur quoi que ce soit? Y compris les journalistes, y compris les gens quand ils parlent d'eux. Comment allez-vous, cher ami? Le double discours pour les politiques a été théorisé il y a très longtemps, d'Aristote à Machiavel. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup de distance, parce que ça me paraît absolument disproportionné. Je pense qu'on vit dans un océan, de toute façon, de mensonges, de termes trop moralistes, de faits qui sont tordus, qui sont instrumentalisés, dans tel ou tel... C'est vrai de la parole publique, mais comme c'est vrai de la parole privée aussi, les psys le savent très bien, ça. Hein, la reconstruction du passé de chacun. Bon, je le sais avec distance. Je pense que c'est vieux comme tout, c'est vieux comme l'homme, c'est vieux comme la parole, c'est vieux comme la liberté de la presse. Regardez ce qu'écrivaient les journaux à Paris en 1789. C'est vrai comme mille choses. Après que je sois habile pour consolider sa base ou d'une maladresse extrême, ça, on verra après, ça ne m'intéresse pas tellement ça. La seule réponse, ce serait qu'il y ait dans la sphère publique au sens large une démonstration de déontologie stricte de l'ensemble des médias du monde, à commencer par les nôtres, mais qui est capable de faire ça aujourd'hui avec la concurrence des réseaux sociaux? On peut dire absolument n'importe quoi, y compris des choses haineuses naturellement, mais simplement idiotes, quoi, tout le temps. Est-ce qu'il y a une déontologie possible? Quand j'étais, moi, je voulais être journaliste avant de faire l'ENA, et ça tournait autrement, mais j'ai fait des stages au Monde, donc il y a autrefois. Je me rappelle très bien qu'on me demandait de résumer des dépêches
Et on me disait après, mais est-ce que vous êtes sûr? Je dis, ben oui, je l'ai lu dans la dépêche. Oui, mais la dépêche de quelle agence? Vous avez vérifié avec les autres agences? Non, je n'ai pas eu le temps. Ben, il faut faire. Est-ce que vous avez téléphoné à tel endroit pour vous assurer qu'il n'y avait pas eu de démenti? Ah, j'ai pas pensé. Bon. Donc je me rappelle très bien d'une formation. Excellente formation. Formidable. À l'ancienne, c'était encore la déontologie Beuve-Méry. Est-ce que vraiment c'est un problème? Est-ce que c'est vraiment un problème de Non, déontologie? j'ai connu ça en vrai. En fait. Est-ce que c'est vraiment un problème de déontologie journalistique, ce à quoi vous avez assisté cette semaine, Hubert Védrine? La déontologie serait une réponse possible. En disant, il y a au moins une sphère dans laquelle on est sûr que ce qui est dit est vérifié, qu'on respecte la distinction entre le on et le off, même si les gens disent des conneries monumentales en off. Bon, il n'y a plus aucun point de repère, en fait. Donc on ne va pas découvrir à l'occasion de la pseudo-affaire Wauquiez que nous sommes dans cet océan-là. Donc, que dire? Moi, j'en appelle à ce qu'il y ait des points de repère qui permettent d'équilibrer tout ça. Sylvie Kaufmann, est-ce que, comme Hubert Védrine et un peu Dominique Régnier, vous avez trouvé absurde toute cette importance accordée à cette affaire Wauquiez, ou comme d'autres, vous y avez lu quelque chose aussi sur la trumpisation du discours politique? Oui, moi, je trouve plus intéressant, en fait, le contenu de ce qu'il a dit alors, bien sûr, ça, c'est normal qu'il y ait eu ce qu'il appelle lui-même un déchaînement médiatique. Enfin, c'est pas un déchaînement, c'est-à-dire que les médias en ont beaucoup parlé, en effet. C'est assez normal vu le contenu de ses propos, qui sont partiels, il faut reconnaître. Nous n'avons que des extraits qui sont probablement les plus juteux, entre guillemets. J'imagine, j'ose espérer qu'il a dit d'autres choses, probablement moins spectaculaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme le soulignait Dominique Régnier, ça n'est pas une conversation privée. On n'est pas quelqu'un, je crois que c'est Xavier Bertrand, a fait la comparaison avec Sarkozy, qui était enregistré à son insu par Patrick Buisson. Ouais. Non, là, c'était une conversation privée dans le cas de Sarkozy. Là, on est dans un cours ou une conversation avec une trentaine d'étudiants. Disons qu'on est dans un moment de transmission. Voilà, avec plusieurs dizaines de personnes. Donc, quand on est normalement constitué, je crois que c'est le cas de Laurent Wauquiez, on sait que à l'heure actuelle, avec les moyens de communication qui sont à la disposition de tout le monde, et notamment et en particulier d'étudiants, il y a peu de chances pour que ça reste totalement secret. Donc, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est ce qu'il a dit, et vous avez prononcé, sachant qu'il n'était pas devant une seule personne en totale confidentialité. Vous avez prononcé le mot de transgression et je trouve que c'est très intéressant parce que nous sommes dans la transgression du discours politique et c'est là que la comparaison avec Trump, je suis désolée, est légitime. Si on regarde à qui il s'en prend dans ces extraits qui ont été diffusés, il s'en prend aux médias, il s'en prend à la classe politique. Enfin, les députés sont des guignols, le président ment, ses amis politiques soit font péter la caisse, soit font que des conneries. À qui est-ce qu'il attaque encore? Le MEDEF. Le MEDEF, les syndicats, voilà, les institutions. Comme il l'a souligné lui-même dans son entretien, soi-disant vérité, ensuite à BFM TV, avec il n'attaque pas les Français, il n'attaque pas le peuple. Hein. Il dit « Je n'ai rien dit de méprisant pour les Français ». Et dans ce qu'on a entendu, c'est vrai. Et c'est exactement ce que fait Trump. Trump attaque sans arrêt les médias, les autres, les politiques, y compris dans son propre camp, ceux avec lesquels les républicains qu'il trouve trop mous, trop conciliants ou trop... Voilà. Les sénateurs, mais jamais certaines institutions, la justice, le FBI, etc., mais jamais le peuple américain. Et on est là dans le discours purement populiste. C'est exactement, je crois, comment se caractérise... Ce que Donald Trump appelle l'hyperbole vraie. Voilà, et donc on peut se demander, en effet, que voulait Laurent Wauquiez à travers ce discours et voilà, poser la question, je crois que c'est Christine, vous avez la réponse, Christine Ockrent et Hubert Védrine. Non, la comparaison est excellente, sinon que Laurent Wauquiez ne s'adressait pas au peuple. Contrairement à Trump dans ses... C'est pour ça qu'on peut imaginer qu'il pensait que il s'adressait à des étudiants d'une école de commerce de Lyon et pas des moindres, d'après ce que je comprends. Donc, il s'adressait à une forme d'élite en conspuant, effectivement, les élites. Vous pensez que c'était assumé, vous? J'en sais rien, mais je pense que la question est légitime parce que, alors on dit non, la preuve que ce n'était pas assumé, c'est qu'il y a eu ce dérapage sur Sarkozy. Mais ça peut être effectivement juste un dérapage alors que le reste était voulu. Je ne sais pas. Mais même si ça n'était pas délibéré ou voulu, je pense que le fait qu'il tienne ce discours devant des jeunes,
est vraiment très révélateur en soi. Est-ce que cela signifierait en effet, Hubert Védrine, finalement que Laurent Wauquiez est bien de son temps, en ayant compris qu'il y a un tel discrédit de la parole politique qu'il faut attirer de nouveaux publics sur la transgression, par la transgression sur le thème « les dés sont pipés, la politique c'est le mensonge, c'est le fake news, moi je vais vous dire la vérité ». Finalement, il a compris les critères de son temps. C'est pas uniquement le temps ni la génération, parce qu'il y a énormément de jeunes derrière Macron, par exemple, vous voyez. Donc ça dépend quel jeune comment. Mais si Sylvie Kaufmann a raison dans la comparaison avec la tactique Trump, en dépit de la nuance justifiée apportée par Christine, ça veut dire que ça peut marcher. Ça peut marcher, ça veut dire que les réactions, entre guillemets, le système s'indignant de Wauquiez le servent en fait. Il peut même avoir joué là-dessus. Absolument. Ouais. C'est du combustible peut-être pour cette stratégie-là. Alors d'ailleurs, on pouvait lire... Est-ce que ça peut marcher en France ou pas? J'en sais rien. On pouvait lire une analyse dans Valeurs Actuelles, Dominique Régnier, que vous avez lu aussi, je crois, cette semaine, ou Valeurs Actuelles qui a appelé des proches de Laurent Wauquiez qui disent de toute façon ce qui s'est passé, cette affaire est bon pour nous politiquement. D'ailleurs, l'entretien ensuite sur BFM TV a atteint un pic d'audience, presque 1 million de téléspectateurs. Et chez Laurent Wauquiez, on dit on n'y a rien perdu politiquement. Ça, c'est une erreur, je crois, moi, profondément. C'est-à-dire que c'est devenu une idée très convenue chez des conseillers en communication qui croient très fin de chercher à heurter pour créer de la polémique, et avec l'idée que la convergence des projecteurs fera la notoriété, que la notoriété fera l'élection. On est dans un monde qui est très anxiogène pour beaucoup de nos compatriotes, où les disruptions, les ruptures ne cessent d'être annoncées presque chaque jour. On cherche à comprendre, savoir vers quoi nous allons. Est-ce que nous y allons ensemble? Est-ce que nous allons à nouveau faire communauté ou pas? Et de se présenter ainsi comme quelqu'un qui ajoute encore des disruptions, encore des ruptures de convention, me paraît être pratiquement même un contre-pied. L'idée d'apporter, quand on est un aspirant pour la plus haute fonction, au contraire, de la hauteur, de la gravité, de la vision, de la réflexion en profondeur. Et évidemment, Laurent Wauquiez en est capable, au moins par sa formation et aussi sans doute par son expérience. C'est sans doute ça qui est payant aujourd'hui. C'est une erreur profonde. Et les conseillers en communication confondent, et c'est très étonnant parce que c'est quand même leur métier, ils confondent une espèce de fébrilité médiatique qui est très facile à déclencher aujourd'hui. C'est très facile. Et il y a tant de chaînes d'information continue, tant de réseaux sociaux, tant d'activités disponibles en termes de communication que pratiquement n'importe quelle provocation fera de toute façon ce qu'on appelle le buzz, et d'autant plus que vous êtes plus connu. C'est pas ça l'exploit, il n'y a rien du tout comme exploit. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si on est capable de répondre à cette préoccupation profonde qui n'est pas propre aux Français, mais qui est propre, je pense, aux démocraties. Qu'est-ce qui nous arrive? Le monde est traversé d'une immense bataille pour la redistribution du pouvoir. Nous sommes les perdants aujourd'hui, très clairement, sur le plan technologique, comme sur le plan militaire, comme sur le plan économique. C'est très préoccupant. Les Européens, je dirais, les démocrates, en gros, les démocraties, en gros, pour aller vite. Mais tout ça, quand même, les gens le ressentent et le vivent. Et si on a des choses à dire à des étudiants, c'est de ça qu'il faut parler, je crois. On fera peut-être moins de buzz, mais je ne suis pas sûr que le recours à cette stratégie qui est très classique soit payante. On l'a d'ailleurs déjà beaucoup vu. Alors toujours dans Valeurs Actuelles, Christine Ockrent, Laurent Wauquiez est cité par certains comme, je le cite, le journal, un monstre de réalisme politique décomplexé, prêt à tout pour atteindre son objectif. Et le journal d'ajouter qu'on le réentendra tenir ce genre de propos, c'est-à-dire parler cru, parler vrai, que c'est aujourd'hui une stratégie parfaitement assumée parce qu'il regarde ce qui marche, j'ouvre des guillemets, autour de lui et qu'il applique des recettes. Oui, de toute façon, il n'a plus le choix. Et c'était évident dans cet entretien accordé à Ruth Eltrief, où, bien évidemment, il n'allait pas dire « Ah je suis désolé, parce que franchement... » Il s'est excusé seulement auprès de Nicolas Sarkozy. Oui, enfin, je ne suis pas sûre, d'ailleurs, qu'il ait eu un grand succès, mais... Il faut lire Le Canard enchaîné pour savoir. Il n'avait pas le choix. Il fallait, avec son petit sourire, qu'il aille dire « Madame Ruth Eltrief, mais... etc. Il faut dire la vérité. » Mais... en ajoutant aux anxiétés décrites par Dominique Régnier, et en pratiquant cette transgression, le mot, Émilie, que vous avez employé, je m'étonne qu'on n'ait pas encore demandé à un psychanalyste ce qu'il en pense. Parce que c'est ce qui s'était passé avec Donald Trump. Quand Donald Trump a commencé à dire absolument n'importe quoi, avec la brutalité que rappelait Sylvie, il s'adressait à des gens qui, enfin, avaient envie de ce discours. On en vient toujours à cette notion
pourquoi est-ce que le chef du principal parti d'opposition en France utilise cette tactique et transgresse ainsi toutes les normes du discours politique à la française? Est-ce vraiment un calcul ou est-ce qu'il s'est, à un moment donné, laissé emporter par, je sais pas moi, l'euphorie du moi, une espèce d'hubris absolument... Donc, enfin, comme diraient les jeunes, est-ce qu'il a fumé la moquette? Au fond... Il y avait un côté tout à fait sidérant dans l'escalade de ses propos. Au fond, est-ce que c'est tactique ou pathologique, Hubert Védrine? Moi, je garde la même position qu'il y a 10 minutes. Hein. Je pense que on passe trop de temps sur Wauquiez. Par contre, la question... analyser le trumpisme et éventuellement ses effets en France n'est pas secondaire. Est-ce que ça va le servir ou le desservir? J'en sais rien, on verra. Il y a plusieurs points de vue ici. Après, qu'est-ce qui est vrai ou faux? Bon, qu'est-ce qui a le pouvoir de dire ce qui est vrai? Qu'est-ce qui a le pouvoir de dire ce qui est faux? Il y a une sorte de bataille sur le contrôle final au sommet. Qu'est-ce qui a le dernier mot sur ce qui est vrai ou faux? Puis on vit quand même dans un monde dans lequel il y a beaucoup de gens, notamment dans les opinions, dans les pays démocratiques, surinformés, etc., qui sont complotistes. Il y a un pourcentage non négligeable encore aujourd'hui de gens qui pensent que les Américains n'ont pas été sur la Lune, par exemple. Sans parler des interprétations sur le 11 septembre, etc. Il y a un pourcentage important par rapport à ça. Donc, vous voyez, nous, on parle... Mais c'est avec ça, peut-être, que joue Laurent Wauquiez, avec cet air du temps-là. Qu'est-ce qui est convenu de dire ou pas, et comment on corrige les mensonges. Vous voyez, l'océan dans lequel on est... On est en plein dedans avec cette affaire Wauquiez, précisément, Sylvie Kaufmann. Ce que je trouve aussi, ce que révèle aussi cette affaire Wauquiez, à la marge, mais c'est à quel point la communication est devenue tellement centrale dans la stratégie politique des politiques que quand on dit parler vrai, on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est très difficile maintenant d'identifier la vérité en politique, la vérité du discours politique. Et alors, y compris pour les journalistes, et c'est vrai que la multiplication des supports et des moyens d'information fait que les journalistes sont dans cette espèce de schizophrénie. D'une part, ils ont besoin d'alimenter cette communication, et d'autre part, leur mission, comme le rappelait tout à l'heure Hubert Védrine, leur mission, c'est aussi d'établir la vérité. Donc, ils sont constamment partagés entre ces deux impératifs. Et la vérité, là-dedans, j'avoue que ça devient de plus en plus difficile. Et il y a eu un épisode cette semaine que j'ai vu qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, à la télévision, qui s'est passé aux États-Unis et qui est assez révélateur. C'est après la tuerie de Parkland, là, en Floride, dans ce lycée de Floride. CNN a organisé un meeting public en Floride avec des élus, et notamment le sénateur Marco Rubio, élu républicain de Floride. Et là, il y a un jeune homme, un garçon de 17 ans, qui est un des survivants du lycée, qui s'est planté devant lui avec un micro en face et qui lui a dit est-ce que vous pouvez me dire que vous ne donnerez plus un centime à la NRA, le lobby, la National Rifle Association, le lobby des armes à feu qui finance une grande partie des élus. Et là, il y a eu un moment d'authenticité et de vérité incroyable auquel on n'est plus du tout habitué. Et ça a totalement déstabilisé le sénateur Rubio, qui s'est trouvé vraiment en difficulté. Voilà. Et ce genre de... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Il a évidemment botté en touche en disant... Parce qu'il ne peut pas garantir qu'il ne demandera plus un centime à la NRA, parce qu'il en dépend. Sa campagne électorale en dépend. Donc, il n'a pas voulu mentir. Et il a dit, oui, mais les gens achètent ce que je... C'est une expression d'ailleurs assez étrange. Achètent ce pourquoi je me bats. Enfin, il a vraiment tourné autour du pot. Il a éludé la question. Et ce jeune garçon, qui est évidemment traumatisé, revenait à la charge. Voilà. Et c'est des choses qu'on attend maintenant des journalistes. Ce qu'on appelle un moment de vérité. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous le disiez, parce que chez Laurent Wauquiez cette semaine, on assume de dire, je les cite là encore, la politique va crever des propos aseptisés et formatés. Alors ensuite, où fixer la limite entre sortir du formatage et rester dans la vérité? Finalement, c'est tout l'enjeu, Dominique Régnier. Enfin, c'est un paradoxe, parce que ça fait quand même plusieurs années, et les auditeurs en sont les témoins comme nous tous, ça fait plusieurs années que la politique n'est pas du tout
a perdu dans les débats l'usage d'un langage modéré, raisonné, équilibré. Enfin, on est très, très souvent dans l'outrance. Et il y a quand même maintenant pas mal de temps. C'est plutôt ce phénomène-là qui s'est installé. Dire que l'on veut sortir d'un langage politique qui serait corseté par les conventions et le souci de ne pas heurter. Ou en tout cas de l'ultracom. Oui, ça, la communication, mais elle est encore présente dans l'affaire que nous commentons là. Mais Dominique, la violence du discours sous la Troisième République était immense. Sous la Quatrième aussi, bien sûr. Oui. Donc, je crois que cette notion de violence, elle est amplifiée par les réseaux sociaux. C'est pas la même chose que le mensonge. Oui, mais c'est pour ça qu'à mon sens, la discussion ou le débat n'est pas tellement entre vérité et mensonge. Est-ce que Wauquiez a dit la vérité ou est-ce qu'il a menti? C'est pas ça la question. Entre outrance et modération. C'est encore une fois qu'il ait choisi ce mode d'expression outrancier qui a démoli en fait tout le paysage dans lequel lui essaye désespérément de s'inscrire en imposant sa propre autorité et sa propre suprématie. Il a passé au napalm, en gros, tout le monde dans lequel il veut absolument exister et dominer. Est-ce que ce n'est pas, que je trouve psychanalytiquement, et je ne connais rien de la psychanalyse, mais je trouve ça tout à fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Ça s'appelle l'idée de vérité et de mensonge, à mon avis, c'est pas le sujet. Ça s'appelle comment Dominique Régnier, un responsable politique qui en fait des tonnes sur le thème qu'ils s'en aillent tous, alors que lui-même veut prendre le pouvoir? Ça a un nom, non? Ça s'appelle du populisme. Voilà. Il y a un texte de Nietzsche, on peut le dire ici, un texte de Nietzsche qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extramoral », qui est un des textes de jeunesse de Nietzsche, qui éclairerait beaucoup ceux qui le reliront sur notre sujet. Je voudrais juste rappeler que le propos tenu en anglais par Marion Maréchal Le Pen, dans le contenu, est spectaculairement dur et violent, va passer apparemment, en tout cas je ne sais pas quel sort le médiatique on va lui réserver, mais il y a une asymétrie impressionnante entre ce discours prononcé aux États-Unis par la nièce du fondateur, Jean-Marie Le Pen, et ce qui est commenté dans l'entourage de Laurent Wauquiez ou par ceux qui discutent de ses propos. On parlera de l'extrême droite dans une autre émission, n'ayez crainte, merci. On va maintenant passer à notre seconde partie. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. On va en effet maintenant refermer ce chapitre hexagonal peu glorieux et ouvrir la fenêtre pour aller regarder le vaste monde. Cette semaine, le cauchemar syrien encore et toujours, des centaines de civils, dont de nombreux enfants tués dans la région de la Ghouta orientale, à la suite de bombardements intensifs du régime qui précéderait une offensive terrestre dans cette enclave assiégée de l'opposition syrienne. L'opposition syrienne qui reproche à la Russie, alliée de Bachar el-Assad, de chercher à enterrer le processus politique. La Russie du président Poutine en pleine campagne présidentielle, à peine perturbée cette semaine par l'inculpation aux États-Unis lundi dernier de 13 Russes pour interférence dans la course à la Maison-Blanche de 2016. Une Russie qui célèbre enfin ce dimanche la mort il y a 3 ans de Boris Nemtsov, opposant libéral du président Poutine, assassiné, on le rappelle, de 3 balles dans le dos le 27 février 2015. Souvenons-nous. Les larmes d'une mère, celles de ses enfants, ses proches, devant ce cercueil où repose Boris Nemtsov, ouvert comme le veut le rite orthodoxe. Dehors, une foule de milliers de personnes attend pour rendre un dernier hommage à cet homme politique reconnu pour son intégrité. Il était l'une des plus brillantes figures de ce mouvement d'opposition au pouvoir. C'est terrible pour nous. Vladimir Poutine a promis que les tueurs seraient démasqués, mais c'est un de ses émissaires qui est venu aux funérailles. Pour les opposants au régime comme ce chef de parti, la mort de Nemtsov marque un tournant décisif. C'est l'escalade de la peur et des répressions contre tous ceux qui manifestent une opposition aux politiques menées par Vladimir Poutine. 3 jours après son assassinat, Boris Nemtsov a été inhumé à 55 ans dans un cimetière moscovite et l'enquête semble être au point mort. Boris Nemtsov, opposant à Poutine, donc tué il y a 3 ans. Aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle russe, Sylvie Kaufmann, est-ce qu'on peut parler d'une opposition ? D'une opposition organisée, non. Comme vous l'avez dit, le principal, enfin celui qui est considéré comme le principal opposant, Alexeï Navalny, n'a pas été autorisé à se présenter. Il y a
Grigori Yavlinsky, qui est un opposant ancien, qui n'a plus grand poids. Je crois que ça fait 18 ans. Il y a 18 ans en 2000, il s'était présenté pour la première fois. Mais qui est un réformateur, enfin quelqu'un de tout à fait décent, comme on dit, mais qui n'a pas d'influence ni d'impact sur la politique aujourd'hui. Et il y a ce personnage auquel nous nous intéressons beaucoup en Occident parce qu'elle est très intéressante, Ksenia Sobchak, qui est la fille de l'ancien maire de Leningrad et qui était un ami personnel, un réformateur qui était un ami personnel de Vladimir Poutine, dont on se demande quel rôle elle joue. Est-ce qu'elle est une marionnette? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'elle puisse se présenter sans avoir une certaine forme de feu vert du Kremlin, mais qui joue un rôle intéressant parce qu'elle dit des choses, elle a accès à la télévision publique et donc elle y dit des choses que l'on n'entend pas sur ces chaînes de télévision publique. Elle met en question l'annexion de la Crimée par la Russie, elle parle des prisonniers politiques, elle dit vraiment des choses qui sont intéressantes à entendre. Alors justement, je vous propose qu'on l'écoute parce qu'en effet, elle a eu le courage d'affronter les yeux dans les yeux le président Poutine lors de sa grande conférence de presse en décembre dernier et notamment de l'interroger sur l'absence d'opposition ou sur le fait qu'en Russie, dans cette campagne, lorsqu'on est dans l'opposition, on a peur. On écoute Ksenia Sobchak. Je suis venue en tant que journaliste de la chaîne Docht parce que c'est la seule possibilité de vous poser une question parce que vous ne participez pas au débat. Le problème, c'est que aujourd'hui, soit on ne laisse pas les candidats d'opposition participer aux élections, soit on leur crée des problèmes. Je le sens pour moi-même. Par exemple, il y a le candidat Alexandre Navalny, M. Navalny, on ne le laisse pas participer aux élections. En ce qui concerne mes activités, c'est la même chose. Il est très difficile de se trouver une salle dans laquelle on peut se présenter. Tout le monde a peur parce que les gens comprennent qu'être dans l'opposition en Russie, ça veut dire qu'on va te tuer, soit on va te mettre en prison, soit autre chose va arriver dans ce genre. Qu'est-ce que vous proposez pour la solution des problèmes que nous abordons aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que dans nos rues, nous rencontrions des personnes comme Saakashvili? Vous avez évoqué des personnes qui ressemblent à Saakashvili. Et vous voulez que ces personnes-là déstabilisent la situation dans notre pays? C'était donc Vladimir Poutine qui répondait à Ksenia Sobchak. Vous la suivez, Hubert Védrine, cette élection présidentielle. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ces sons-là en France, par exemple? Elle est jouée d'avance. Ça n'a échappé à personne. Par rapport à la question Poutine, il y a deux approches possibles. L'analyse, la description de ce qui se passe en Russie, la campagne, la suite, etc. Et puis il y a la question que faire. Ça, c'est une autre question pour les responsables politique notamment. Et moi, je constate que les démocraties, depuis toujours, par rapport au régime non démocratique, surtout depuis l'URSS quand elle avait été créée, ou la Chine communiste, ont toujours hésité entre est-ce qu'on traite avec le monde extérieur tel qu'il est, même s'il nous heurte parce qu'il est fondé sur des valeurs totalement opposées aux nôtres, ou est-ce qu'on essaie de les changer, de les convertir, de les sermonner, de les sanctionner, voire d'intervenir. C'est un choix d'ailleurs très important qu'a eu à faire le président Truman, américain, après la guerre, après donc la fin de l'alliance Roosevelt-Churchill-Staline contre Hitler, quand est apparu le début de la guerre froide, et où Truman a eu à décider, est-ce qu'on se lance dans le refoulement de l'URSS, puisque Staline n'avait pas tenu les promesses faites à Yalta, il a fait le contraire, le refoulement, la reconquête, le rollback, et il a dit non, on choisit l'endingment. On attend. Et on cite toujours maintenant le télégramme à l'époque un jeune diplomate, mais qui a été génial dans son analyse, Kennan, qui avait dit « finiront par se décomposer sur eux-mêmes ». À l'époque, il pensait que ce n'était pas 50 ans plus tard, mais enfin 15 ans plus tard. Et donc, on fait l'endingment, équilibre des forces, dissuasion nucléaire, et on attend. Donc, il a sans doute évité une troisième guerre mondiale. Et on n'a pas tenté de changer l'URSS en profondeur. On a essayé de peser. Et quand Kissinger et Nixon ont lancé la grande politique de gestion de la fin de la guerre froide avec des accords de limitation des armements, etc., le goulag était plein à craquer. Il y avait 1000 fois pire que ce que l'on déplore à juste titre aujourd'hui. Et je ne parle même pas des relations avec la Chine, on ne se pose même pas les questions que vous posez ici sur la Russie. Donc on a fait avec. Pourquoi est-ce que la Russie, d'après l'URSS, on est différent? Parce qu'on a cru
qu'on avait gagné et on a cru qu'on allait pouvoir imposer notre démocratie. Et d'ailleurs, à l'époque du Yeltsin et le chaos du Yeltsin, les États-Unis ont eu une influence déterminante. Il y avait des experts américains dans tous les ministères. Enfin, ils ont conduit la politique, le crash ultralibéral de l'époque, la thérapie de choc ultralibérale. Ils l'ont conduit. Donc on a cru que c'était à portée de la main. Et on est quelque part exaspéré que ce pays dont on pensait, la phase positive de ce raisonnement, c'est qu'on pensait qu'ils étaient tout proches d'une démocratie selon nos critères à nous. Et non, non. Et il y a Poutine qui est arrivé, surtout Poutine III, qui a pris le tournant dans l'autre sens et qui a tout reconstruit, le nationalisme russe d'aujourd'hui, en s'opposant à l'Occident. Donc je pense qu'il y a l'analyse, il y a qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je pense qu'on est obligé de traiter avec la Russie telle qu'elle est, tout en partageant ce qui a été dit sur l'analyse de la pseudo-campagne. Hein. Et moi, je préconise même une détente. Une détente, parce que les relations aujourd'hui sont plus mauvaises qu'à la fin de la guerre froide. Et quand on a fait la détente sur la guerre froide, le système soviétique était 1000 fois pire que ce qu'il y a d'insupportable dans le système Poutine d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, je suis vraiment à l'opposé de la... Mais je parle du que faire. Ouais, hein, ouais. Et je ne suis pas du tout choqué par l'analyse honnête et directe des événements en Russie. Précisément sur le que faire, on connaît la lecture védrinienne de prendre le monde tel qu'il est et on entend parfaitement votre raison. Je voudrais juste en citer un autre qui est par exemple celui de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Tenzer et qui dit « Arrêtons de considérer qu'on peut négocier avec Vladimir Poutine, arrêtons de considérer ce pays, de considérer ce président comme quelqu'un avec qui l'on peut négocier normalement, Christine Ockrent. » Il y a une très jolie formule, je crois, qui appartient à un poète russe de la fin du XIXe siècle. Il ne faut pas essayer de comprendre la Russie, il faut l'aimer. Donc, ou bien on aime, ou bien on est désarçonné. Je crois que s'agissant de la question des rapports avec Vladimir Poutine, qui est démocratiquement élu dans un système autoritaire, on voit bien sur les deux fronts où les démocraties sont face à lui, c'est-à-dire la Syrie, en ce moment même, avec les palinodies du Conseil de sécurité qui, hélas, et quels que soient les efforts... Et les propos très forts de l'ambassadeur de France à l'ONU. Non, mais les propos des ambassadeurs sont toujours très forts. Ils sont là pour ça et ils s'expriment avec beaucoup de talent. Hélas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a deux fronts. Il y a la Syrie, où l'on voit bien qu'il n'y a... S'agissant encore une fois de imaginons un duel entre Poutine et les démocraties, il n'y a ni vainqueur ni vaincu parce que Vladimir Poutine non plus n'arrive pas à obtenir une paix à la Russe, si j'ose dire. À Astana, il a essayé d'avoir des négociations. Les oppositions syriennes sont complètement éclatées, etc. Et puis l'autre fond reste l'Ukraine. Et même si les Européens ont des intérêts divergents, notamment à cause du gaz, qui est pour Poutine une arme dont il se sert fort bien, sur l'Ukraine, les sanctions, qu'elles soient justifiées ou non, je sais qu'Hubert ne sera pas d'accord, ça tient. Mais ce sont des sanctions qui frappent des individus proches, enfin qui sont dans le système Poutine. Mais on voit bien que là, Poutine n'a pas gagné non plus. Sauf qu'il y a cette scène étonnante, je crois, il y a quelques jours, où il a donné des médailles à des combattants du front oriental de l'Ukraine, des combattants qui, selon lui, n'ont jamais été sur les lieux et n'ont jamais participé à des combats qui n'ont pas eu lieu non plus. Mais il y a de très belles médailles pour célébrer leur courage. Donc, on voit bien que sur ces deux fronts, qui sont, me semble-t-il, les plus évidents s'agissant de la confrontation entre les démocraties, disons, européennes et le système Poutine, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais évidemment, il faut traiter avec lui. Alors certes, la Pax Poutina n'est pas opérante comme l'aurait souhaité Vladimir Poutine aujourd'hui. Néanmoins, il y a ce pouvoir évidemment de blocage de la Russie. Vous étiez à Munich cette semaine, Sylvie Kaufmann. Peut-être rappelez-nous ce qui s'y passait, ce qui s'y déroulait cette semaine et la façon dont s'organisait, comment vous avez vu opérer la diplomatie internationale cette semaine. À Munich, la conférence sur la sécurité de Munich qui a lieu chaque année et qui permet de juger un petit peu l'état des
l'état des forces dans le monde. Et je dois dire que cette année, c'était particulièrement déprimant parce qu'on s'est rendu compte à la fin de 3 jours de discussion. Il y a des chefs d'État, il y a des premiers ministres, il y a beaucoup de ministres de la Défense qui viennent là, des experts, etc., qui débattent publiquement et en privé. Et la question qu'on se posait à la fin de ces 2 jours et demi, c'était est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Et je crains que la réponse est non, c'est-à-dire qu'on est en présence de grandes puissances alors à commencer par la première, les États-Unis, qui ont abdiqué de leurs responsabilités dans l'ordre international mondial, les Russes qui là étaient assez en retrait, mais qui n'avaient absolument rien à avancer comme solution. Les Européens qui essayent d'avoir des solutions, mais qui ont d'abord besoin de faire l'unité entre eux. Le Moyen-Orient les représentants du Moyen-Orient qui ne pouvaient qu'étaler le chaos et se lamenter sur le chaos de leur région. Donc tout ça était pas très encourageant. Je voudrais et montre aussi les limites de Poutine finalement de cette conquête du pouvoir et de recouvrement de sa puissance de la puissance russe à laquelle on a assisté ces dernières années. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Hubert Védrine tout à l'heure sur la fin de la guerre froide. Il dit on a cru qu'on avait gagné. Je pense, on n'a pas cru. L'Occident a gagné la guerre froide. Après, l'erreur qu'on a probablement faite, c'est de penser que la Russie allait devenir comme l'Occident. Et là, c'est vrai qu'on a toujours du mal à comprendre la Russie. Je suis d'accord avec ce poète que citait Christine. Il faut l'aimer. Et nous l'aimons. Là, tous ceux qui connaissent la Russie l'aiment. Les Russes sont des gens absolument extraordinaires et on ne peut qu'être attaché, leur souhaiter le meilleur. Et on a du mal à comprendre ce pays. C'est vrai, on a beaucoup de mal. Ils ne sont pas comme nous et on a eu tort de penser qu'il suffisait de faire tomber le mur de Berlin et de libérer ce qu'on appelait les démocraties populaires pour penser qu'ils allaient devenir comme nous. Après, bien sûr qu'il faut traiter avec la Russie comme elle est. Je pense qu'il faut négocier. On est obligé. On voit bien dans quel état est le monde en ce moment. On ne peut pas ne pas parler avec Poutine. Mais il faut aussi arriver à l'empêcher de nuire et de nous nuire. Parce que à quoi on assiste en ce moment ? On assiste, vous avez cité les 13 inculpations par le FBI. Dans l'intrusion dans le scrutin américain voilà. de 2016. Je crois que si on lit l'acte d'accusation du FBI, alors on pourra toujours dire c'est le FBI, donc il n'est pas neutre, etc. Mais il y a quand même des choses extrêmement troublantes. On voit qu'on est dans et les Européens aussi alertent sur ces dangers-là. On est en présence d'une opération d'envergure méthodique, d'intervention directe dans nos processus politiques, de nos démocraties. C'est plus que les... Et des craintes, je vous complète, pour que cela se reproduise à l'occasion des élections de mi-mandat aux États-Unis. Voilà, vous n'avez pas un gouvernement européen aujourd'hui qui dise « nous sommes à l'abri de tout ça ». Non, tout le monde est inquiet. Donc, d'accord, il faut parler avec Poutine de l'Ukraine, du Moyen-Orient, parce qu'il faut le faire. Mais il faut savoir, comme dit le dicton, on peut souper avec le diable, mais avec une longue cuillère. Il faut être lucide. C'est pourquoi on a intitulé ce débat « Quelle ligne rouge mettre ou pas au président Poutine », si tant est qu'on est en mettre, pour reprendre l'analyse d'Hubert Védrine. Mais en effet, quelle frontière, quelle barrière on se pose à nous-mêmes, Dominique Régnier ? En fait, l'objet que nous discutons s'est beaucoup métamorphosé au cours du dernier quart de siècle. On a toujours eu des relations à la fois étroites et compliquées avec la Russie. Et la Russie soviétique a, depuis longtemps, lorsqu'elle existait, a longtemps et de manière active essayé de perturber notre fonctionnement démocratique. On lui rendait l'appareil dans son fonctionnement. Ça, c'est pas exactement nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos démocraties, y compris les États-Unis, sont faibles alors qu'elles étaient fortes. Ça, c'est un changement radical qui doit nous amener à ne pas nous interroger de la même façon sur le sujet. Ensuite, il est clair que la Russie intervient massivement dans les processus démocratiques de toutes les démocraties européennes et américaines.
Je ne fais que rappeler la manière dont Vladimir Poutine a soutenu de façon ostentatoire Marine Le Pen au cours de la dernière élection présidentielle en la recevant à Moscou en mars 2017, ou l'accord passé entre Russie Unie, qui est le parti de Poutine, et le FPE, le parti populiste autrichien, en mars ou juillet 2016. En tout cas, c'était en 2016. Ce ne sont que de petits exemples. On les soupçonne de beaucoup d'actions aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, on le sait. La capacité qu'ils ont à intervenir dans nos processus démocratiques est considérablement augmentée par les outils numériques qui sont aujourd'hui à disposition. Ça n'a rien à voir avec la vieille désinformation traditionnelle. Les réseaux sociaux, les robots que l'on peut utiliser pour troller de façon systématique une campagne électorale sont vraiment des puissances que l'on peut agiter depuis la Russie sans aucune difficulté, avec une efficacité qui devient très problématique. Or, les Européens en particulier, comme démocratie, la démocratie est un système ouvert et fragile. Nous sommes attaqués par l'influence islamiste, nous sommes attaqués par l'influence russe. Nous avons des relations compliquées avec la Chine, dont on parle peu. Hubert Védrine avait raison de le dire. On en parle peu, mais le pouvoir chinois devient considérable. Et au fond, la question que je me pose, c'est quelle est la rationalité de Poutine ? Je conteste, moi, la pertinence de son mode de gouvernement dans l'intérêt des Russes. Que fait Poutine ? Son pouvoir augmente-t-il ou diminue-t-il ? Au niveau de la Russie, son pouvoir, évidemment, se réduit. Au niveau du monde, ça n'est pas du tout le cas. La Chine a pris déjà une avance qui n'est pas rattrapable. Et je ne comprends pas pourquoi, dans ce pays qui est tellement intelligent, nous sommes d'accord pour le dire, on reste dans cette espèce de vieille politique, simplement appuyée sur des outils nouveaux, mais qui ne donneront à la Russie pour demain ni prospérité, ni croissance, ni influence intellectuelle. Il y a l'intérêt commun des Russes qu'on va leur laisser, mais sur l'intérêt des Européens et de l'Occident dans sa réponse à ces intrusions répétées de Vladimir Poutine, à la fois dans des scrutins nationaux, mais aussi sur des frontières. On pourrait parler de la Crimée, du Donbass, de l'Ossétie du Sud, du Haut-Karabakh. On ne met pas de ligne rouge à Vladimir Poutine, Hubert Védrine ? Mais vous parliez comme si on était les maîtres du monde. La communauté internationale, l'Union européenne, les Nations unies, ce qu'on appelle la gouvernance mondiale à laquelle vous ne croyez pas. Non, mais je serais très content qu'elle existe. Mais c'est un mensonge, c'est une fake news de parler de communauté internationale. Bon, moi je suis d'accord avec Sylvie. Ils ont perdu la guerre froide. Et grâce à Gorbatchev, ça ne s'est pas terminé dans des bains de sang. On doit beaucoup à Gorbatchev dans la gestion de la faim, même s'il a été dépassé par son propre mouvement. Après, je pense qu'on a raté l'après-guerre, complètement, en traitant la Russie avec négligence, avec mépris, comme s'il était hors jeu. Dans les mandats Poutine 1 et 2, il a tenté de jouer une carte, on va dire, plus occidentale. À partir de Poutine 3, il dit ça, c'est terminé. Il ne démontre pas une puissance extraordinaire, mais enfin, il démontre qu'il n'a pas complètement disparu du champ, que ce n'est pas la Russie paillasson, et qu'ils ont un pouvoir de blocage. Ça ne va pas très loin, mais un pouvoir de blocage. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas régler la question syrienne et que peut-être, d'ailleurs, ils feront réappel à d'autres, peut-être nous, parce qu'ils sont embarrassés par la situation. Mais ça nous renvoie à qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, bien sûr, dans des tons différents, on dit qu'il fallait quand même, malgré tout, traiter avec eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Dans les 20 dernières années de la guerre froide, il y a des discussions, il y a des accords, il y a des sommets, etc. Mais parlons du présent. Aujourd'hui, sur la situation syrienne... Il n'y a pas de traitement avec la Russie, il n'y a pas de discussion vraie. Trump avait annoncé qu'il allait avoir des relations réalistes. Alors, avec tout ce qui s'est passé, naturellement, c'est exactement le contraire qui se produit. Moi, je trouve très bien que Emmanuel Macron tente de monter le niveau du dialogue. Je trouve très bien que Le Drian... Il met des lignes rouges, Emmanuel Macron, lorsqu'il reçoit Vladimir Poutine. Naturellement, il ne s'agit pas de la langue cuillère dont parlait Sylvie. Naturellement, il ne s'agit pas d'être pro-Poutine. Il s'agit de reparler, de renégocier, y compris sur la Syrie, sur l'Ukraine, sur des tas de trucs, sur les relations avec l'OTAN. Il faut le faire avec vigilance, il faut le faire avec méfiance, il faut le faire sur la base d'un rapport de force, mais il faut le faire. Alors, Christine Ockrent, vous dites comme Hubert Védrine, négocions davantage avec la Russie. Kissinger a dit qu'on n'a fait aucun effort en 25 ans pour associer la Russie à un ensemble de sécurité. Sur l'Ukraine, il faut raisonner une neutralisation de l'Ukraine en termes stratégiques pour lui redonner sa pleine liberté sur le plan. Il y a plein de trucs à faire. Aujourd'hui, il ne se passe rien. Alors, donc la France a peut-être un rôle vraiment utile à jouer là. Est-ce que vous dites comme Hubert Védrine, il faut négocier davantage avec Vladimir Poutine, ou est-ce que vous dites qu'il faut lui mettre des lignes rouges ? C'est pas incompatible, Émilie. Mais justement, essayons de comprendre. Mais laissez la parole à Christine Ockrent. C'est sans doute quand même relativement incompatible. Non, je laisse le ministre. Mais non, mais elle présente ça comme si c'était contradictoire. C'est pas contradictoire, c'est la même chose. Merci de reformuler ma pauvre question. De toute façon, les relations ne sont pas rompues. Et elle se situe sur plusieurs plans à la fois. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en Syrie, Vladimir Poutine a joué de façon magistrale
de la paralysie d'Obama, suivie par la paralysie de Trump, même si, il faut s'en souvenir, Trump a réagi et a fait donner son aviation pour bombarder en Syrie après des attaques chimiques, en parlant de ligne rouge. Déjà, c'est une expression, à mon avis, dont il faut se méfier énormément et qui a beaucoup nuit à Barack Obama quand il a dit ça, c'est une ligne rouge qu'on ne dépassera pas. Il faut appeler ça comment ? Dépassé. Il faut appeler ça comment ? Mais il y a des fronts au sens quasi militaire ou en tout cas diplomatique du terme, et il y a le front du Moyen-Orient, où Vladimir Poutine a poussé ses pions de façon tout à fait astucieuse, et la Russie est désormais, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans, un partenaire incontournable d'une sorte de solution quand il y a encore ces malheureux qui se font bombarder dans la Ghouta. La Ghouta, c'est quand parce que M. Poutine considère que son ami M. Assad doit véritablement venir à bout de la rébellion, donc il vaut mieux tuer encore 3000 personnes, on n'est plus à ça près. Mais la Russie est un partenaire obligé. Simplement, ce n'est pas la Russie qui va reconstruire la Syrie. Donc on peut penser que les Européens, les Occidentaux, vont encore une fois se retrouver dans la situation d'avoir à financer la reconstruction d'un pays saccagé par d'autres. Et puis il y a l'Ukraine, qui est un dossier, on peut penser ce qu'on veut de Poroshenko et hélas de la gangrène de la corruption en Ukraine, mais sur ce dossier-là, les Européens ont tenu à peu près leur forme de solidarité entre eux. Mais donc, il ne faut pas, à mon avis, raisonner comme si il y a l'affreux Poutine et puis il ne se passe rien entre l'affreux Poutine et nous. Non, il se passe, encore une fois, les relations sont constantes et je pense, comme Hubert Védrine, que la France a une ouverture parce que, encore une fois, les États-Unis, sur ce plan-là, sont inexistants. On a souvent le sentiment dans le discours à la fois des démocraties, surtout des démocraties européennes, Sylvie Kaufmann, qu'en ce moment, on s'en tient au discours de la Russie est un partenaire incontournable. Et qu'on s'arrête là, dans le discours, dans la réflexion. Non, je crois que d'abord, les Européens ont réussi à se montrer très unis sur l'Ukraine, ce qui a beaucoup surpris la Russie, en maintenant les sanctions. À chaque fois qu'il faut renouveler les sanctions, on dit ça y est, les Européens sont divisés, il ne va pas y arriver. Et jusqu'ici, ils y sont toujours arrivés. Donc c'est quelque chose d'important. Il y a quand même une prise de conscience dans l'Union européenne qu'il faut avoir une attitude relativement ferme. Mais l'Ukraine est un bon exemple. Là, on est vraiment dans un... moi, je suis désolée, c'est une agression caractérisée. Ils ont annexé la Crimée les Russes au mépris du droit international. Ils ont envahi le Donbass. Ce que racontait Christine tout à l'heure sur la décoration de ces combattants qui, soi-disant, n'existaient pas est tout à fait révélatrice. C'est une réaction, une politique américaine absurde pendant des années sur l'Ukraine. Il y avait des Ukrainiens qui ont fait Maïdan et les Russes prétendent que c'est nous qui avons orchestré. Bien entendu, ce n'est pas nous qui avons orchestré Maïdan. Il y a des gens qui avaient envie d'aller vers l'Europe plutôt que vers la Russie. Et qu'est-ce qu'on fait quand ces gens sont là, même massivement? Kissinger et Brzezinski ont critiqué la politique de vouloir être à tout prix l'Ukraine dans l'OTAN pendant des années. Mais là, c'était un accord d'association avec l'Union européenne, il n'était pas de l'OTAN. Grâce à Sarkozy et Merkel qui l'ont bloqué. Les Américains ont dit ça pendant des années. Et la réaction de Poutine que nous condamnons ici sur l'Ukraine tous ensemble est le résultat de ça 10 ans après. Mais oui, moi je crois que le résultat, c'est qu'effectivement, il a pris la Crimée, mais il a perdu l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont aucune envie de redevenir, d'être attachés à la Russie. Ils ont tous envie d'aller vers l'Europe. Nous avons maintenant une politique de visas qui sont levés pour des périodes de 3 mois. Enfin, de facto, l'Ukraine se rapproche de plus en plus, avec toutes ses imperfections, se rapproche de plus en plus de l'Europe. Et je pense qu'elle est perdue pour Poutine. Donc ça, c'est un bon exemple, je crois. Dominique Régnier, sur la réaction timide ou pas de l'Union européenne face à Vladimir Poutine,
C'est-à-dire que le paradoxe ou la contradiction permanente, c'est qu'on se plaint souvent d'une réaction timide de la part de l'Union européenne, mais lorsqu'il s'agit de répondre à cette faiblesse, c'est-à-dire de construire une puissance publique européenne capable de parler plus fortement, il y a toute une série de leaders nationaux qui nous expliquent qu'il ne faut surtout pas transférer de nouvelles compétences nationales. Donc on n'échappe jamais à cette situation de critique systématique. Donc la réponse à cela, c'est pas simplement comment les Européens peuvent parler plus fortement, c'est comment l'Europe peut être dotée d'une puissance publique qui vient donner aux puissances publiques nationales plus de crédibilité. Sur certains sujets, je ne sors pas de la question, mais je serai bref, sur certains sujets, comme par exemple discuter avec les grandes entreprises américaines, Google, Facebook, Amazon, etc., comment leur faire payer les impôts qu'ils nous doivent. On sait que c'est à l'échelle européenne que ça se jouera, ça sera un échec total à l'échelle nationale, c'est évident. Là, il en va de même. Donc la construction d'une puissance publique européenne. Pour terminer, puisqu'il nous reste un petit peu de temps aujourd'hui, quelques conseils de lecture peut-être de vous autour de cette table sur les deux thématiques que nous avons abordées aujourd'hui, Christine. Il y a un bouquin absolument formidable qui vient d'être traduit en français par Robert Laffont qui s'appelle « Le feu et la fureur ». On a Michael Wolff, qui est le récit vécu de l'intérieur des derniers mois de Trump élu, mais pas encore président, et les premiers mois de Trump et des différentes factions à la Maison-Blanche. Ça se lit comme un polar politique. C'est remarquablement enlevé. Et c'est d'autant plus intéressant que dans un pays qui est prompt à déclencher des procès, l'auteur, donc Michael Wolff, n'a pas été la cible d'un seul procès, ni pour diffamation, ni pour tromperie. Donc, je recommande très vivement ce livre qui est tout à fait sidérant. Et dans le Wolff, il est notamment aussi un peu question de la Russie et de son intention dans cette question électorale. Hubert Védrine, conseil de lecture. Sur les fake news, l'ensemble des livres d'histoire et des confessions de tout le monde depuis des centaines d'années. Peut-être en commençant par la Bible aussi sur un autre plan. Sur la Russie, c'est bien, c'est un programme ambitieux, c'est bien. Je pense qu'il faudrait relire le livre d'Andrei Grachev qui a quelques mois. Je rappelle qu'il avait été proche de Gorbatchev, il a une façon très remarquable. Un nouvel avant-guerre des hyperpuissances à l'hyperpoker. Et très objectif en même temps. Et sur Poutine, il n'adore pas Poutine, il fait une critique mais modérée. Enfin, il est vraiment intéressant par rapport à ça. Et je signale qu'un ancien ambassadeur de France en Russie, à Moscou, Claude Blanche-Maison, vient d'écrire un livre qui s'appelle « Vivre avec Poutine ». Peut-être c'est triste qu'on soit obligé de vivre avec lui, mais il y a quelques idées sur comment vivre avec Poutine. Merci pour ces conseils de lecture. Sylvie Kaufmann et Dominique Hubert Védrine a mentionné tout à l'heure Staline. Et je voudrais citer un livre qui s'appelle « Le Goulag, témoignages et archives ». Ce sont des documents qui ont été rassemblés par le grand historien français du stalinisme, Nicolas Werth et Luba Jorgenson. Ça n'est pas directement lié à Vladimir Poutine, mais c'est une histoire qui pèse énormément sur l'âme russe, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et qui aide peut-être un peu à comprendre cette âme russe mystérieuse. Merci Sylvie. Pour finir, un journal, Dominique Voilà, Régnier. j'ai demandé l'autorisation. Je vais citer la dernière livraison de The Economist, qui est précisément consacrée à la manière dont la Russie et Poutine utilisent très mal leur grande intelligence pour agir sur les démocraties et leur fonctionnement, plutôt que sur la création d'une prospérité dont ce pays, la Russie, a un grand besoin. Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils de lecture pour cette fin de dimanche. Merci Christine O'Krent, Sylvie Kaufmann, Hubert Védrine et Dominique Régnier. Merci à Céline Leclerc qui a préparé comme toujours avec moi cette émission. Merci à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, Damien Sangali, Virginie Lorda, Victoria Asper, Yutu Diego et Ak Lopez. Merci à vous tous. Tout de suite, notre déjeuner du dimanche avec Alain Krugère. On ne parle pas la bouche pleine. Et aujourd'hui, une jeune chef palestinienne nous régale de mezzé, houmous, raisins d'Hébron et œufs brouillés aux épices du Levant. À dimanche prochain.